Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2017. Et à cette occasion, on va faire la petite FAQ dont j'avais parlé il y a 2-3 semaines avec les questions que vous m'avez posées. C'est parti! Il y a quelques semaines, je vous avais effectivement demandé si vous aviez des questions à me poser pour faire une petite FAQ à l'occasion des 500 abonnés, et il s'avère que ça tombe aussi sur la dernière vidéo de l'année 2017, donc ça tombe plutôt bien. J'ai pris avec moi vos questions, je rajouterai aussi par rapport aux questions qui m'ont été posées, peut-être différentes questions qui ont été posées dans d'autres vidéos ou des choses qui me sont posées régulièrement, et comme ça, ça fera une petite base de réponses pour bien commencer l'année 2018. La première question qui est beaucoup revenue et qui revient assez souvent, c'est qu'est-ce que ça veut dire EMGK? Alors, ça veut pas forcément dire grand chose, en fait, c'est plus l'évolution de mon pseudo depuis quelques années sur internet. Avant, j'avais même une autre chaîne YouTube avec un pseudo assez similaire. Il n'y a pas forcément de signification, et de toute façon, je trouve que c'est bien de garder une part de mystère quant à ce nom. Pour passer aux questions qui sont plus maintenant sur la photographie, donc on m'a demandé si j'étais autodidacte, et également dans une autre question, quand est-ce que je m'étais intéressé à la photographie argentique. Alors j'avais déjà répondu plusieurs fois un petit peu dans différentes vidéos. Oui, je suis autodidacte en ce qui concerne la photographie. En fait, c'est justement, j'avais acheté un appareil photo au départ pour faire de la vidéo, donc un réflexe numérique qui est encore le réflexe avec lequel je me filme aujourd'hui, et en me mettant à la vidéo, j'ai commencé à faire des photos, puisque ma fiancée, que vous avez déjà vu dans certaines vidéos, faisait elle de la photo argentique au moment où on s'est rencontrés, et elle m'a donné un petit peu le virus de la photo et plus tard de la photographie argentique. La photographie argentique, je suis arrivé dans un moment où justement ça faisait peut-être 6-8 mois que je faisais de la photographie en général au numérique, et j'étais arrivé un petit peu dans une impasse créative où j'arrivais plus à avancer, et surtout j'arrivais plus à m'amuser en photographie. J'avais eu plein de projets de collaboration, de portraits, j'avais pas mal de choses dans une association pour des photos de concert, etc. Mais j'arrivais plus à trouver de l'intérêt, et j'ai acheté plutôt le Canon 1 que je vous ai présenté, qui est un de mes appareils préférés et que j'utilise encore très souvent, et je suis parti en vacances avec juste cet appareil là et une pellicule, donc c'était 2 semaines et j'avais donc 36 photos, et ça m'a fait changer d'avis en fait, ça m'a fait réfléchir sur ma pratique de la photographie, ça m'a permis, voilà, tout ce qu'on dit un petit peu sur la photographie argentique, de prendre le temps de réfléchir mieux à ces images, et c'est comme ça un petit peu que j'ai pris moi le virus, et puis après, forcément, comme on était 2 à la maison à faire de la photo, notamment de la photographie argentique, c'est plus facile après de trouver de l'intérêt, d'acquérir du matériel, et on met le doigt dans l'engrenage plus vite que quand on est tout seul, parce que forcément on échange ensemble sur nos différentes expérimentations, nos différentes pratiques, pour acheter du matériel, que ce soit pour le développement, pour le scan, etc. Ça permet aussi de se mobiliser à 2 et d'avoir tout ça ensemble, donc forcément après on avance plus vite dans la photographie argentique, et on a le virus plus facilement. On m'a demandé également si j'allais faire des rencontres avec les abonnés sur Lille, parce que moi je suis lillois. Alors c'est pas forcément au programme tout de suite, parce que j'ai d'autres priorités d'organisation dans ma vie professionnelle et personnelle en ce moment. Mais moi, je vous l'avais déjà dit, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le Collectif 36 Pros. Il y a un groupe Facebook, et des fois on organise des rencontres, donc vous pouvez tout à fait vous greffer à ces trucs-là, et en plus vous rejoindrez une communauté de passionnés de l'argentique avec plein de gens qui ont beaucoup de choses à apprendre. Il y aura un lien dans la description pour le groupe Facebook si ça vous intéresse. On m'a également posé pas mal de questions sur le scanner à pellicule. Alors justement, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur comment scanner ces pellicules couleur et noir et blanc, et je réponds à pas mal de ces questions dans cette vidéo, donc je vais mettre une petite annotation là en haut pour que vous puissiez être redirigé. Globalement, la question qui revient souvent, c'est quel prix il faut mettre pour un scanner. Je vais y répondre ici, malgré tout, et globalement il faut mettre au moins plus de 100 € pour un scanner neuf. Il faut aller dans la gamme des V550 chez Epson par exemple, c'est le scanner que j'utilise, et qui coûte entre 200 et 250 € selon les revendeurs. On me pose souvent la question sur les petits scanners Reflecta ou les choses comme ça qu'on trouve à 99 € sur la Fnac. Il y a le Rolei aussi qui a un petit scanner comme ça, et c'est des scanners qui
sont totalement à éviter, puisque ça suffit si vous avez juste besoin d'une prévisualisation avant de faire soit un tirage argentique, soit d'aller scanner vos photos chez un labo pro ou sur un matériel un peu plus pro, parce que en termes de qualité d'image, c'est des résolutions optiques qui sont trop petites pour scanner correctement du 35 mm. Souvent ils vous vendent une résolution de 5 ou 16 mégapixels, mais en fait c'est une résolution interpolée et la résolution optique du capteur de ce scanner est vraiment trop petite, et en termes de dynamique de couleur, en termes de résolution, en termes de reconnaissance du nombre de couleurs, ce sera largement insuffisant pour en faire une exploitation sérieuse. On m'a également posé la question de ma recette pour le développeur noir et blanc, est-ce que j'utilise pour développer mes films en noir et blanc. Alors, bon, c'est pas forcément un grand secret, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à le partager ici parce que je considère que ça fait un peu partie du travail aussi d'expérimentation de chacun, de trouver un petit peu son développeur. De mon côté, j'ai trouvé assez vite, et on a, ma fiancée et moi, un petit peu le même goût pour le noir et blanc, donc c'est pratique parce que pour le coup on partage le même développeur. On aime le noir et blanc avec un grain très fin, donc pour le coup on utilise des développeurs rapides de chez Ilford. Je vais pas vous donner le développeur précis parce que je considère que c'est plus intéressant pour vous d'essayer d'expérimenter les choses, surtout qu'un développeur ça coûte entre 7 et 13, 15 euros, et on fait à peu près, on peut faire un nombre conséquent de pellicules à verre, entre 10 et 15 pellicules selon comment on développe. Donc je pense que c'est intéressant d'utiliser d'essayer d'en prendre une sélection et d'essayer d'en tester différemment, ou de voir un petit peu comment vous pouvez vous trouver le développeur qui vous correspond, à la fois en termes de pratique du développement, c'est-à-dire en termes de temps que ça met à mettre en place, et en termes de rendu d'image. De toute façon, comme je vais faire une vidéo sur le développement en noir et blanc en 2018 et sur le développement couleur, je répondrai peut-être plus dans cette vidéo-là, puisque comme ça permettra d'avoir un truc plus complet sur le développement. C'est juste un petit peu compliqué à mettre en place, qu'il faut à la fois filmer et en même temps ne pas foirer le développement. Donc c'est en projet, c'est en cours d'écriture et de réflexion sur comment je vais tourner ça, mais ça va arriver pour l'année 2018. On m'a également posé la question pour le développement couleur, comment je faisais pour maintenir la température tout au long du processus. Alors déjà, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de maintenir la température bien longtemps, parce que la vraie étape critique en termes de température, c'est l'étape de révélation qui dure 3 minutes, et le Blix, vous avez déjà entre 37 et 39 degrés, donc vous avez à chaque fois une grande latitude, enfin une plus grande latitude, donc ça a moins d'importance. Et bon, tout simplement pour maintenir la température, c'est un bain-marie. On a une grande cuve de tirage qu'on remplit d'eau chaude à 38 degrés, un thermomètre dedans, et puis on met tout dedans, les bouteilles de produits dans lesquelles on stocke nos produits nous donnent des bouteilles en verre, donc comme ça reste mieux en termes de transmission de la chaleur, et même quand je développe, bam, la cuve elle est dans le bain-marie, et puis moi je fais ma petite touillette dans le bain-marie à 38 degrés. J'ai une casserole d'eau chaude à côté, et quand je vois que le bain-marie descend à 37, hop, je remets un petit coup d'eau chaude pour le maintenir globalement à 38, et on n'a jamais eu de problème avec ça. Donc c'est pareil, la même chose, j'en parlerai plus en avant dans ma vidéo sur le développement. Mais voilà, sachez que c'est pas très compliqué, il faut juste avoir une grande cuve de tirage, ou alors un grand récipient en tout cas, dans lequel vous pouvez mettre tous vos produits et votre cuve pendant que vous développez. On m'a également posé une question très intéressante, s'il était encore possible, je reprends la question précisément parce que j'ai un petit trou de mémoire, comment publier son travail photo et peut-être même gagner sa vie avec la photographie argentique, merci pour toutes tes vidéos passionnantes. Ça c'est une vaste question qui va être difficile de répondre, parce que moi-même encore aujourd'hui je gagne pas forcément entièrement ma vie avec la photographie et la photographie argentique. C'est un process que je suis en train de mettre en place et qui est en perpétuelle évolution. Je pense que ça dépend déjà de tellement de paramètres, ça dépend de ce que vous faites comme photo, ça dépend de ce que vous aimez faire comme photo, de ce que vous aimez pratiquer, de comment vous allez chercher des clients. Je sais que par exemple dans les photographes que je connais, j'ai des amis qui font des séries et qui les envoient tout simplement à des journaux de presse, alors leurs séries personnelles, et puis des fois leurs journaux de presse sont publiés et qui travaillent en tant que pigistes comme ça. Alors pareil, c'est pas quelque chose qu'ils font où ils gagnent entièrement leur vie avec ça, mais ça permet d'être publié. Je pense que c'est une question qui est très difficile à répondre, parce que chaque personne, chaque photographe va avoir non seulement une pratique différente, va avoir des contacts différents, va avoir un réseau différent,
différent et va construire ce réseau différemment. Si vous voulez faire si vous voulez publier par exemple des photos de concert, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Puisque avec tous les smartphones, les machins, les choses comme ça, les photographes de concerts qui sont effectivement publiés sont pas nombreux, donc il faut aller demander à des salles de concert des accréditations, il faut aller plusieurs fois, faut aller vers les groupes, il faut leur proposer, etc. Et puis au fur et à mesure créer son réseau. Je pense que quelle que soit la manière et où vous voulez publier vos photos, c'est ça la première question à se poser. Est-ce que vous voulez publier vos photos dans des magazines de voyage? Est-ce que vous voulez publier vos photos dans des livrets pour des musiciens? Est-ce que vous voulez, etc. Et à partir de là, il faut aller vers les gens de ce secteur qui ont besoin d'images et leur proposer vos images tout simplement. Et puis après, ça marche pas. Il faut déjà commencer, la première chose, c'est faire du travail de qualité qui vous plaît, dans lequel vous avez confiance. Ensuite, allez voir les professionnels du secteur dans lequel vous voulez être publié et bien insister et bien harceler les gens, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile aujourd'hui. Après, en termes d'autopublication, c'est toujours possible d'autopublier son travail, que ce soit via des petites publications personnelles, sur Internet, etc. Mais le problème, effectivement, d'Internet aujourd'hui, c'est que c'est facile de publier son travail sur Internet, mais c'est beaucoup plus difficile de le promouvoir et de faire en sorte qu'il soit vu, qu'il soit visible, qu'il soit cherché, puisque, voilà, simplement publier son travail sur Internet aujourd'hui, c'est lancer une bouteille dans un océan où il y a des milliards d'autres personnes qui publient du travail tous les jours, donc il faut ensuite pouvoir le promouvoir, et ça se fait, à mon avis, ailleurs que sur Internet. Ça se fait dans des échanges, dans des rencontres et dans le monde réel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut aller à des événements. Si vous voulez publier vos photos de concerts, il faut commencer par aller à des concerts, il faut demander des accréditations, il faut contacter des magazines, il faut contacter des groupes. Quand vous avez pris en photo un groupe, il faut leur envoyer les photos avec vos tarifs, etc., etc. Voilà, et ça se fait forcément petit à petit, ou ça ne se fait pas, ça dépend après de comment vous arrivez à vous vendre. Pour terminer un petit peu cette vidéo, on va parler des différents projets pour l'année 2018 et de ce que je compte faire pour la suite. Alors, on m'a posé pas mal de questions sur le moyen format et si j'allais parler de moyen format. Oui, c'est prévu. On a plusieurs appareils moyen format à la maison, on a plusieurs TLR, on va en parler. Donc le TLR, c'est les appareils qui se tiennent en vis-à-poitrine qui ont un format carré. J'ai également, moi, ça c'est mon moyen format, moi c'est le Mamiya 645. Donc on va parler de cet appareil là aussi, on va parler un petit peu de ses défauts, ses inconvénients. C'est juste que j'ai tendance à produire pas encore beaucoup en moyen format. En plus, vous voyez, c'est un appareil qui pèse ses 2 kg et qu'on va pas forcément trimballer tout le temps partout, et donc j'ai pas fait beaucoup de pellicules avec et je suis encore en train d'apprivoiser un petit peu la bête, donc voilà, ça va venir en 2018, le moyen format, on va en parler et y a pas de souci. Pour 2018, je prévois également de parler de la pellicule en termes de film, puisque je suis en train de faire l'acquisition de matériel de prise de vue, de projection en Super 8. Donc là, c'est un petit peu la phase d'acquisition du matériel. On va en reparler en 2018. J'espère que ça vous intéressera. C'est pas exactement de la photographie, mais ça reste quand même de l'argentique. Moi, c'est des expérimentations que j'ai beaucoup envie de faire. Le problème de la pellicule au cinéma et de la vidéo sur pellicule, c'est que malgré tout, ça coûte relativement cher. Pour vous donner une idée, pour faire un film de 3 minutes, il faut débourser à peu près 80 € en termes de pellicule, développement, scan. Donc c'est un investissement un petit peu plus différent que simplement aller faire des photos sur pellicule. Mais voilà, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler également et de proposer peut-être des petites vidéos comme ça sur comment faire des films sur film. Voilà, en tout cas sur le Super 8, donc ça va venir aussi en 2018. J'aimerais également vous proposer un contenu avec plus d'autres photographes, un petit peu comme la vidéo que j'avais fait avec ma fiancée Jungle Argentique sur le Kodak Ingénieux. Donc éventuellement, je vais pouvoir rechercher des photographes qui peuvent soit se déplacer sur l'île, soit qui sont déjà sur l'île, pour parler de leur appareil, pour parler de leur pratique. Donc ça va être prévu en 2018 également. Et peut-être également, comme moi, cette année, je suis vraiment en train, pour vous donner un petit peu de matière sur là où j'en suis moi dans mon parcours photo, je suis vraiment en train de créer une offre professionnelle en argentique que je suis en train de développer notamment sur des mariages, sur des book photos, des choses comme ça, principalement et à 100% argentique.
Donc, si ça vous intéresse que je parle de cette aventure-là, que ce soit en termes de construction légale, par rapport au statut de photographe, etc., etc., et aussi comment ça se passe dans la recherche du client ou des choses comme ça, un petit peu une sorte de journal d'entrepreneur, si vous voulez. Bon, c'est aussi quelque chose que je peux mettre en place. Je suis pas sûr que ce soit forcément le propos de la chaîne là à l'heure actuelle, mais si ça peut vous intéresser, justement, comme on avait des questions sur comment gagner sa vie en photographie argentique, je peux vous partager un petit peu mon expérience de comment j'essaie de faire que ça arrive. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo aussi, et puis de voir un petit peu comment moi je peux organiser les choses. Ce sera pas forcément toujours possible de vous emmener sur des mariages ou des choses comme ça, mais pourquoi pas à l'occasion. Et puis si vous-même, vous avez des gens qui se marient cette année, ou qui cherchent un photographe pour quoi que ce soit, surtout, n'hésitez pas à leur transmettre mes coordonnées. Voilà, un petit peu d'auto-publicité, ça fait jamais de mal. Enfin, pour terminer, je vous invite à mettre en commentaire toutes les idées de projets que vous auriez envie de voir sur cette chaîne pour l'année 2018. Je suis hyper content, moi, de ce que ça a pris comme tournure cette année. Je m'attendais pas forcément à intéresser autant de gens. C'est pas forcément facile de se mettre le rythme d'une vidéo par semaine, voilà, depuis presque 6-8 mois maintenant. Donc je suis vraiment content que ça vous intéresse, qu'il y ait un dialogue qui se fait, parce que moi ce que j'aime dans la vidéo et notamment sur YouTube, c'est d'avoir justement ce dialogue. Vous pouvez toujours me contacter aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook c'est plus une plateforme commerciale pour moi, donc c'est pas forcément le meilleur endroit pour me contacter, mais Instagram c'est MGK Photographie, il y a tous les liens de toute façon en bas dans la vidéo, et je suis en train d'essayer de relancer mon compte Twitter qui s'appelle, de mémoire c'est @emgkprod, voilà, je mettrai de toute façon le lien aussi dans la description, je le rajouterai dans les vidéos. Et bon, je vais essayer de le relancer, ça fait plusieurs fois que j'essaie de ressusciter ce compte Twitter, mais voilà, si j'arrive à créer un dialogue aussi sur Twitter avec la photographie argentique, ça me motivera à poster des tweets et à dialoguer, parce que c'est un média que j'aime bien, justement pour ce que ça permet en termes de dialogue. C'est rapide, c'est efficace, et c'est parfois plus rapide que sur YouTube. Voilà, une dernière fois, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ce qu'on va faire en 2018. Laissez vos commentaires avec vos idées de projets, et voilà. Et moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année si on ne se revoit pas d'ici la fin décembre. Bonne photo à vous pour cette période de fête et à bientôt.